Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue chers amis dans cette émission Backseat comme tous les jeudis soirs, très content de vous retrouver, bonsoir à vous, bonsoir le chat. Vous m'avez manqué. Enfin. Voilà, donc ça c'était pour Valérie Pécresse, qu'on recevra sur ce plateau j'espère. Bonsoir le public, vous êtes formidable, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes chroniqueurs et chroniqueuses, ça me fait plaisir de vous retrouver, bonjour tout le monde. Salut Sacha, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, très content de te retrouver sur le plateau de Moi Backseat. aussi. Petite pensée pour Adèle quand même. Une pensée pour Adèle qui nous pour regarde du fond de son on lit. l'embrasse. Voilà, des bisous à Adèle qui est covidée. Elle a chopé le virus à la mode. Voilà, quelle Elle est absence très d'ori- tendance, Un Adèle. soldat, Quelle un absence soldat d'originalité. tombé au C'est une combat. vraie dénicheuse de tendance. avec 2 ans de retard. J'espère qu'elle nous entend. Qu'on Oui, se oui, fout elle bien nous de sa entend gueule. alors qu'il est voilà, en train de se moucher. Voilà. Des bisous Adèle, hein, on pense à toi. Salut Sacha en tout cas. Salut Léa, comment tu vas? Bien, bonsoir. Et ça va, ça fait plaisir de te retrouver. Et bah ouais, moi je suis super contente. Tout roule? Et bah oui, tout roule, c'est le bon terme, je pense. T'as passé une bonne semaine Écoute, ça va, ouais, nickel. On a fait le Popol Live de la semaine dernière, c'était chambé. Alors tu peux rappeler que Popol c'est ton podcast? Oui, Popol, c'est le podcast que j'anime sur l'actualité politique. Et on a fait un live la semaine dernière au Point éphémère sur les questions de violences sexuelles et sexistes en politique. C'était assez intéressant parce que intervenait Nelly Garnier. Nelly Garnier qui est élue de la région Île-de-France LR. Les Républicains, ouais. Absolument, Nelly Garnier, ouais. et qui venait de sortir ce jour-là J'ai vu une tribune sur Darmanin, dont le nom est « De quoi Darmanin est-il le nom ?» Ok. et qui est assez vénère et qui est assez intéressante parce qu'elle connaît très bien l'entourage de Darmanin, notamment ses anciennes épouses, etc. Enfin, son ancienne épouse, son épouse actuelle, bref. Donc voilà, Ok, très d'accord. courageuse. Tout le monde trouve tes lunettes très classe. Oui, Nouvelles c'est lunettes ce que du j'allais coup. Ouais. dire. Alors en Elles sont fait, très belles. c'est des vieilles lunettes, voilà. Alors mais que que j'ai normalement, dans ressorties le du chat placard. de ma chaîne, on n'a pas le droit de commenter les vêtements, Non. les lunettes, les coupes de cheveux, Non. les accents, etc. Non. Mais bon, là, visiblement. Sauf pour Castaner, l'accent. Non plus. Ah bon Non, tu confonds avec Castex. Oh, Castaner, Castaner, il y a un ouais, petit- Non, au mais un début, petit- on ouais. parle un pas petit d'accent, on a accent. dit que c'était on n'a pas le droit. Non, mais commencez pas, Ah, putain. le chat n'a pas le droit, mais nous on a le droit. Non, non plus. Ah, ok. Voilà, non plus. Bonjour Usul. Mathieu Bock-Côté, on peut ou... Non plus. Une exception. Arrête, putain, t'es chiant. Ça va Usul? Oui, tout à fait. Ça fait plaisir malgré Grande tout forme. de te retrouver. Ouais. T'as passé une bonne semaine? J'ai bossé et je suis allé au ski. Ah oui, c'est vrai, Eh t'es allé oui, au ski voilà. pour la première fois de ta vie, c'est ça? Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une demi-journée de ski. Incroyable. D'ailleurs, Oh c'était là T'as aimé ou comment? pas? C'était comment? Regardez, c'est mon forfait. Si vous ne me croyez pas. Ah, t'es allé au Setlo. Ah, tu connais? Ouais, c'est une station de ski d'étudiants. J'y allais quand j'étais à la fac. Ah, c'est pas les plus chers? Non, Non, bah voilà. non, c'est. Vous voyez, je m'embourgeoise C'est pas pas Courchevel. complètement. Et de toute façon, j'y retournerai jamais. J'ai dit, si j'y retourne, c'est vraiment que je suis à la montagne et que je me fais chier, ce qui risque pas d'arriver. Je vais jamais à la montagne, puis j'ai une Switch. Donc, je vois Mais pas genre, pourquoi. t'as fait du ski ou t'es juste allé traîner avec J'ai tes fait une potes? piste bleue. Non. Si. Et Mais t'as non, pas c'est aimé pas du vrai. coup? Bah non, j'ai pas aimé. Ça fait peur, c'est fatigant. Surtout du quand sport, tu te vautres quoi. tout le Ça temps fait mal aux d'ailleurs. jambes. Hein. Et ça fait mal Mais aux je suis jambes. comme oui, toi, ça moi fait j'ai mal aux appris à faire jambes. du ski il y a 1 mois et demi. Ah bon Tu nous avais raconté, ouais. Ah ouais. Bah voilà. Voilà. Vous auriez pu y aller ensemble, hein, quand Eh même. bah c'est nul. Bah, je pense qu'on aurait peut-être dû y aller ensemble. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai Au essayé. Setlo Non, Chamonix. Ah bon, Ouh, ça c'est classe. plus huppé, non? Ouais. Oui, d'accord, ok. Elle est bien. On va parler de politique à un Ah bah, moment. nous hein, ne mais, mangeons pas les mêmes rillettes. Hein. Ok, bienvenue à vous en tout cas si vous nous rejoignez. On va parler de politique pendant 2h30 comme dans toutes nos émissions Backseat. Super content de vous accueillir. Un truc à vous dire avant, c'est que sur le Utip de l'émission, vous pouvez soutenir l'émission en faisant des dons sur le Utip. Et sur Utip, lorsque vous faites des dons pour soutenir, vous devenez ce qu'on appelle Fire Tipper. Donc ce sont ceux qui font des dons sur l'émission à partir d'un certain montant. Vous irez voir sur le point d'exclamation Utip sur le chat. Et maintenant, les Fire Tippers, ils ont un channel dédié dans le Discord, un coin VIP finalement pour ceux qui payent. Et du coup, vous pouvez participer. Dis donc. Bah ouais, pour ceux qui financent s'en l'émission. Vous irez au Bourgeoise, ski aussi. tous ensemble. Et du coup, vous pouvez participer à l'écriture des questions du quiz à la con, par exemple. Non. Voilà. Eh ouais, bah Je vais ouais. faire ça. J'ai Ça trop nous fait envie. plaisir. Comme ça, je saurai les réponses à l'avance. Bah, faut donner de l'argent Oh, pour allez. ça. Donc voilà, merci encore du fond du cœur à toutes les personnes qui rendent cette émission possible grâce à leurs dons. Merci à vous, merci au public qui vient aussi physiquement dans l'émission, puisque ce sont des gens qui ont fait des dons pour soutenir l'émission. Donc voilà, on va parler de politique, comme je vous le disais, on va passer en vue les sujets de la semaine, on va avoir des cartes blanches, on va recevoir notre premier invité de la semaine. L'invité c'est Maxime Biagui, le premier qui a accepté qui a accepté qu'on le reçoive, voilà, qui sera là tout à l'heure avec nous. Et notre invité politique à partir de 21h, il s'agira de Christiane Taubira, la candidate issue de la primaire populaire, qui elle aussi a accepté de venir répondre à nos questions. Voilà pour le programme ce soir, ça vous va comme programme? Impeccable. Bah ouais. Mais Ouais. tu vois, c'est marrant. Je me dis en fait, on sait pas comment la présenter. C'est quoi? Oui,
Genre, Sous quelle étiquette? la C'est la candidate, candidate ouais. de l'Union populaire. Ah. Non, Bah du tout. non, pas du de la tout, primaire attention. populaire. Non, faut pas confondre. Ça aurait pu être la primaire citoyenne, mais Sinon, en fait on peut non. dire l'ancienne garde des Sceaux du gouvernement Valls. Oui, mais elle est quand même candidate. Et ancienne candidate du Parti radical de Elle va gauche. faire en demi-tour 2002. en fait si elle Bon, regarde bref. l'émission. Non, mais On ouais, verra c'est comment vrai. on la présente. En tout cas, on est très heureux de la recevoir. On a plein de questions à lui vais regarder poser. sa Mais bio avant ça, Twitter. c'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go les sujets de la semaine. Alors, les sujets de la semaine, chers amis, on avait prévu de discuter cette semaine des meetings politiques, puisque le Covid nous a fait craindre à un moment qu'il n'y ait pas de meeting pendant cette présidentielle, qu'on se retrouve dans une ambiance un peu similaire à ce qu'on avait vu pendant les municipales. Finalement, ça va. Il y a des meetings qui s'organisent, des grands meetings sont organisés par des candidats, et notamment le week-end dernier. Il y en a eu d'autres avant, mais le week-end dernier, dimanche dernier, il y en a eu deux le même jour, celui de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier et celui de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, au Zénith de Paris. Deux grands meetings, grands rassemblements par le nombre de personnes qui sont rassemblées à chaque fois, plusieurs milliers. 7000 environ. 7000 Ouais, environ 7000. pour les deux. Ce sont des vraies démonstrations de force de la part de ces deux candidats. Valérie Pécresse Ah avait putain, un je voulais enjeu te donner important. un gage, c'est de parler des meetings sans dire démonstration de force. Ah bah trop tard, bah C'est non, mais les ça faut trucs les donner de- avant ça. Les trucs de journalistes que t'es obligé de dire quoi. Ouais, bah, démonstration de si force. on les dit, c'est parce que c'est quand même vachement pratique pour imaginer ce qu'on a Ah bah je ce qu'on veut sais, dire. parce que moi aussi Ah, je l'ai noté l'utilise. d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Toi, t'as dit démonstration de force. Voilà, bah vous êtes interdite. On redit plus démonstration de force. Tu l'avais aussi Non, je l'avais pas. Je l'avais T'es pas. chiant, J'avais putain. exercice médiatique, mais. Donc, Exercice, ouais. Ah, joli. Démonstration de force ou aveu de faiblesse Ou pour contre Valérie triple. Pécresse. D'accord. Donc cette démonstration d'entrain dans la campagne de Valérie Pécresse, elle en avait besoin de ce meeting, un meeting important pour elle parce qu'elle avait besoin de relancer sa campagne alors qu'elle est tutoyée dans les sondages par Marine Le Pen, qu'elle est même en passe d'être dépassée. Éric Zemmour. Éric Zemmour aussi en embuscade derrière, donc elle avait besoin de ressouder sa famille politique. Or, ce meeting de Valérie Pécresse semble, selon beaucoup d'observateurs, avoir été raté. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits sur ce meeting. Est-ce que vous l'avez vu, vous, ce meeting? Vous l'avez regardé en direct ou en différé? Moi, je l'ai pris en cours Ouais. et j'ai failli éteindre Arrêter la très télé vite. au bout de 5 minutes. Ouais. Ah ouais. C'était retranscrit à la télé? C'était sur BFM TV, ouais. Ah. C'était sur BFM TV. C'était un peu une certaine idée de l'enfer, honnêtement, ce meeting. Enfin, Pourquoi alors? Pourquoi? Non, une démonstration de force. Alors, une démonstration de force ratée. Moi, j'ai tout regardé en live sur BFM. Tout, Non. bah oui, tout. Puis en plus, il y avait le meeting de Mélenchon juste avant. J'ai enchaîné les deux Ok. parce que je fais mon travail, moi. Voilà, excusez-moi. Et c'était saisissant. Hein. En plus, quand tu t'es fait un meeting de Jean-Luc juste avant, et Ouais. là que tu arrives à Bah ouais. Pécresse, c'est une autre ambiance. C'est hein. pas la même ambiance. Alors, du coup, Ah ouais, Sacha, ouais. qu'est-ce que Alors, tu as vu, toi? Mis à part le problème de fond, il y avait un énorme problème de forme. C'est qu'elle était déjà sur une énorme scène, toute seule, plantée devant un pupitre. Et elle n'arrivait pas à capter sa foule, en fait. Il y avait des séquences de 2-3 secondes où elle finissait une phrase et elle attendait que les gens applaudissent et Il y s'agitent avait et un tout. petit décalage, ouais. Et il y avait des blancs incroyables. Et 3 secondes multipliées par 10, c'est un peu long, en vrai. Enfin, Alors après, il y a les équipes de BFM qui ont dit oui, alors c'est BFM, il y a un problème de son. Alors c'est pas nous en plus, c'est pas BFM, c'est Oui. leur équipe de retransmission, de captation. On va en parler de ça. Mais en fait, il y avait vraiment un problème de. Vous savez, vous faites une punchline, ça s'appelle un clap-trap. Vous faites une punchline, et moi, ce que j'aime, c'est la France! Et là, il faut que les... Le problème, c'est que quand ta phrase est pas terrible. ça fait un four. Le public, le temps qu'il comprenne que c'est son tour, là. et lui, il est là pour t'aider quelque part. Il veut Oui, que oui, ça oui. se passe bien. Donc, il t'applaudit. C'est un jeu. Sauf que, du coup, j'ai comparé ça, parce que je vous cache pas que c'est le sujet du OLG de lundi. Lundi, on va parler de ça dans Ouvrez l'Elysée et de tous les meetings comme ça. On a revu des vieux trucs et on a revu Sarkozy. En 2007 ou en 2012? Sarkozy en 2012. Et il y avait un truc qui était saisissant, c'était... vous voyez, elle arrive, Pécresse, devant sa salle, qui applaudit pour qu'il y ait de l'ambiance. En plus, on a mis les jeunes devant, c'est la droite, hein, donc il faut toujours qu'il y ait des jeunes devant. Oh, tout le monde fait ça. Ah oui, bah non, mais alors la Tout droite... le monde fait ça. Tu mets les jeunes devant parce qu'ils ont les drapeaux et qu'ils Non, applaudissent fort. non, je Oh, te jure, il n'y a si. pas besoin. Les meetings de la France Insoumise, il n'y a pas besoin. Dans les meetings de droite, Oui. tu remarqueras, il y a toujours les jeunes le plus possible devant et derrière, qu'on les voit, et un noir ou deux, pour montrer vraiment que... Ah si, je vous jure, ils font ça, c'est systématique. Zemmour l'avait fait aussi en fond de scène. Lui, pour Voilà. le coup, il avait choisi le truc du fond de scène. Ah, c'est étudié, t'es pas derrière par hasard. Et donc, il y avait des jeunes qui essayaient de mettre l'ambiance avec poum, 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 valoche, poum, poum. Non, ils disaient un truc un peu comme ça. Et puis derrière, elle est arrivée et elle a passé presque 1 minute à regarder la salle et à rien dire. Mais oui, mais c'est le Et là, moment j'ai que ça se comparé calme. ça. J'ai Ouais. comparé ça. Bah non, parce que j'ai comparé avec Sarkozy, du coup. le meeting de Sarkozy qui, lui, il arrive, il a 30 000 personnes
voire immense. plus. Les organisateurs à l'époque parlaient de 40, 50, 60 000 personnes. Il y a 30 000 personnes qui sont là, ils sont en feu. C'est Sarkozy, il est encore président à ce moment-là. Ils sont complètement en feu, il arrive, ça gueule de ouf. C'est pas ce meeting-là. Non, ça c'est en 2016, mais là on parle de 2012, mais peu importe. C'est pas grave. Et ça gueule de ouf. Il arrive, il fait « Chers amis », direct. Ouais. Et là, les gens se calment, ils écoutent. Ouais, c'est Tu le la chef. prends, la salle, avec... faut de la technique, tu vois, quelque part. Mais au fond, Pardon, bref. dans une campagne présidentielle, à quoi ça sert ces grands meetings ? Est-ce que ça a vraiment une utilité de campagne ? Parce qu'on va jamais se mentir. C'est une démonstration de force avant tout. Un exercice médiatique aussi. C'est un exercice médiatique. Vous êtes chiant, putain. C'est un moment, parce qu'on va pas se mentir, les gens qui viennent à ton meeting, c'est d'abord tes partisans, et même les plus chauds, ceux qui sont prêts à faire du train, du bus, de la bagnole pour venir. Ceux qui le regardent en entier, à l'exception des commentateurs comme nous, parce que c'est le boulot, c'est essentiellement les gens qui t'aiment bien, qui vont le regarder parce qu'ils aiment bien ce que tu dis, etc. On s'inflige rarement des meetings de gens qu'on n'aime pas. Mais au final, est-ce que ça peut permettre de véritablement créer une différence dans une campagne ? Ou est-ce que finalement la campagne, ça se passe pas ailleurs ? Ça peut être un coup médiatique, évidemment, parce que dans la mesure où il n'y a pas de publicité politique, il faut bien qu'il y ait des moments médiatiques importants qui soient retranscrits à la télévision, parce que tout le monde ne va pas venir sur le meeting de campagne. Et c'est aussi un moment pour affirmer des choses importantes. Normalement, il y a une attente quand même derrière ces moments-là. Il y a des petites phrases qui sont reprises, il y a des slogans qui émergent. Et là, bon, effectivement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a un aspect assez intéressant sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, c'est la structuration de l'exercice de l'éloquence en politique. Vas-y. Qui est, et là vous allez me faire chier en me disant oui mais tu vois ça de partout, machin. Alors, on te faisait même pas chier là. Non, j'anticipe. Il y a quand même, déjà par rapport à la personnification de l'élection, le suffrage universel, tout ça, il y a une démonstration de force nécessaire pour les candidats et candidates. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne, c'est le fait que c'est codifié par des codes assez masculins, assez virilistes, avec une gestuelle, avec le fait de poser une voix quand même très affirmée. Souvent, on reproche aux femmes de ne pas avoir une voix suffisamment affirmée, de pas... Ségolène Royal en 2007, effectivement. Oui, exactement. Ouais. Non, c'est le cas pour Anne Hidalgo, là, c'est ce Ouais. qu'on a reproché à Valérie Pécresse. Il faut quand même savoir que même au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs c'est Mathilde Panot qui me racontait ça, quand elle est Présidente du arrivée... groupe La France Insoumise. Présidente du groupe France Insoumise. Quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale, Clémentine Autain, qui était déjà là, lui a donné quelques tips. Elle lui disait, ouais, par contre, tu verras, fais gaffe quand tu prends la parole dans l'hémicycle, ça va te surprendre la première fois parce qu'en fait, le micro est réglé sur une voix d'homme. Donc c'est dire à quel point la parole de la femme est un peu invisibilisée ou en tout cas moins prise en compte. Et lorsqu'une femme ne reprend pas ses codes, et c'est ce qu'a essayé de faire Valérie Pécresse, je pense que ses équipes de campagne ont voulu qu'elle fasse une Sarkozy, sauf qu'en fait elle n'est pas équipée, elle n'est pas armée pour ça. Et donc il y a eu un décalage entre ce qui a été voulu, la scénographie, la mise en scène initiale et ce qu'elle a pu porter, ce qu'elle a pu... non pas que certaines femmes n'arrivent pas à le faire, mais il y a même des hommes qui n'arrivent pas à le faire. Donc c'est assez intéressant de voir toute cette codification autour du discours, autour de l'éloquence. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, elle a été très, très critiquée là-dessus, sur le rythme de sa voix, sur la même. Et toi, tu le disais, en fait, tu parlais d'un rythme de rapport à son propre public. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces non-dits et dans les analyses qu'on voit qu'il y a un truc qui prend pas, que ça suffit pas, etc. Mais ça avait été reproché à Macron. Parce que oui, bon, moi je suis d'accord qu'on est très dur avec les femmes, ça c'est certain. Ouais. Et que Pécresse en a sans doute pris plus plein la gueule qu'un mec. Et en même temps, là, tu te rappelles du fameux week-end où il y a eu notre projet et où que ça s'est foutu de la gueule de Macron et de sa voix qui déraille et de son emportement et de machin. On peut aussi être un homme et rater complètement cet exercice-là. Ouais. Et je trouve que Pécresse a un peu souvent tendance à dire c'est parce que je suis une femme, là où des fois où c'est aussi juste parce qu'elle est nulle et que mais t'as raison sur l'aspect masculin. Nulle, en fait. T'as raison sur l'aspect masculin. Moi, ce que je, enfin, même son on a discours l'impression que était c'est un nul, elle était exercice sur qu'elle sa déteste, feuille. en Pas vrai. tous en même temps, pas tous en même temps. Oui, non, elle se sentait. Moi, je pense que déjà, ça manquait de ferveur parce qu'en fait, ce qu'elle porte. Je suis pas sûre qu'elle le porte profondément. Quand elle parle de grands remplacements, tout ça. Ouais, Moi, je pense que ça reste une droite quand même plus libérale que celle qu'on lui impose et le programme qu'on lui impose à travers Ciotti et compagnie. Donc, je pense que bon, voilà, quand tu ne portes pas un projet avec ferveur, c'est sûr que ça se sent, quoi. Mais je suis d'accord avec toi sur l'éloquence, c'est effectivement des critères masculins, y compris dans ce qu'on en attend inconsciemment tous, parce qu'effectivement, il y a des contre-exemples. Tu l'as dit, il y a des hommes qui s'en sortent pas du tout. Ils ont beau essayer, franchement, ça rame à chaque fois. Il y a aussi des femmes. Christiane Taubira en est une qui est quand même célèbre aussi pour ça. Excusez-moi de lancer l'exemple, mais Marine Le Pen, voilà, Marine Le Pen s'en est très bien sortie aussi. Mais elle a appris, c'est bon, mais elle a appris.
Mais elle a appris, bien sûr. Oui, Marine Le Pen au début, on s'en En même souvient. temps, depuis toute petite, elle est au meeting de son père. Enfin, elle était à bonne école. Son père était un bon orateur. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Valérie Pécresse, à l'issue de son meeting, d'ailleurs, s'est plainte évidemment de ces critiques qu'elle a reçues sur sa voix, etc. Elle a une phrase que je trouve assez intéressante et qui va dans ton sens, Léa. Elle a dit il y en a marre des beaux parleurs en politique, moi je suis une faiseuse. C'est une manière habile de se sortir du débat en disant ok, je parle pas bien, mais moi je fais. C'est ça la différence avec tous ceux qui montent la riposte était intéressante. Alors, je suis pas tout à fait d'accord pour employer le terme se plaindre. Je pense pas qu'elle s'est vraiment plaint. Elle a juste souligné le fait que effectivement, il y a 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de traiter une femme en politique ou un homme en politique, et ça c'est une réalité. Après que sur le fond son positionnement politique soit tout à fait contestable, je pense que ce serait là-dessus qu'il faudrait faire des efforts, qu'il faudrait canaliser toutes nos critiques. Je veux dire, quand elle convoque des notions comme le grand remplacement, etc., je pense que ça mériterait de s'attarder davantage que le fait qu'elle a une voix qui porte pas très bien, que c'est un peu décalé, que ceci, cela. On va en parler juste après, mais je reviens quand même sur la fonction du meeting dans une campagne. C'est vrai qu'on a des souvenirs de meetings marquants, des meetings notamment qui ont lancé des campagnes, qui ont lancé des candidats. Hollande, mon ami, c'est le monde de la finance. Mon adversaire, il a jamais dit ennemi, mon adversaire, c'est le monde de la finance. Ça a été un moment marquant de la campagne de 2012, un moment dont les gens de gauche se souviennent. C'était un marqueur puissant, important. De quoi est-ce qu'on se souvient d'autres de grands meetings comme ça? Parce que c'est notre projet. C'était peut-être pas un grand meeting, mais c'est ce qui a marqué un peu la campagne d'Emmanuel Macron finalement. Ouais, c'est vrai. Et à l'inverse, je veux dire, un meeting raté. Est-ce que c'est un meeting raté qui plombe dans une campagne? Moi, je ne pense pas. On a vu en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut te pardonner un mauvais meeting. On peut. Tes militantes et tes électeurs peuvent te pardonner. Par contre, une mauvaise émission de télé, non, jamais. Et ça, on l'a vu avec Marine Le Pen au second tour face à Valak. Quand tu rates une émission de télé, là, vraiment, ça va pas. Peut-être parce qu'il y a un dialogue, un débat. Mais oui, c'est ça, c'est un autre moment, c'est une autre manière de faire, etc. Quand tu t'effondres, quand tu te liquéfies, on l'a vu dans des primaires aussi, dans des exercices de primaire. Là, les émissions de télé sont des moments qui lancent. Sandrine Rousseau, les débats des écolos à la télévision ont permis aussi de l'affirmer, de la montrer auprès des électeurs écolos. Donc, moi, je pense vraiment que la télévision joue un rôle majeur et probablement disproportionné dans la vie politique, beaucoup plus que les meetings. Je pense qu'après, ça permet aussi de se projeter sur la personne. Est-ce qu'elle est présidentiable ou pas? C'est-à-dire, est-ce que en s'adressant à une énorme foule, la personne va être capable ensuite, en finale, d'assurer sur la scène internationale, de savoir assurer devant l'Assemblée nationale aussi. Enfin, je pense que ça joue quand même. Ça nous permet de savoir si le candidat est présidentiable ou pas. Oui, sauf que le président n'intervient pas devant l'Assemblée nationale. Oui, pardon. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, ça te pose une stature, comme on dit. Voilà. Et encore une fois, une stature, c'est vrai que dans l'imaginaire, c'est quand même très masculin. On reste dans un focus, on reste dans un imaginaire gaulien incroyable, le président, etc. Faut que ce soit quelqu'un, quoi. Sur le fond, parlons-en. Sur le fond, parlons-en. Valérie Pécresse, et peut-être que ce meeting d'ailleurs restera dans les mémoires comme un moment important, puisqu'elle a assumé l'expression grand remplacement. Elle l'a dit. Elle a utilisé le mot grand remplacement. Elle se réfère très directement à cette référence marquée à l'extrême droite et notamment vantée par Éric Zemmour, ce qui a été identifié comme beaucoup par soit un dérapage, soit un marqueur clair d'une campagne qui n'en finit plus de se droitiser. C'est que finalement, à la peine dans les sondages, Valérie Pécresse, elle fait quoi? Elle reprend le plus gros des thèmes d'extrême droite du moment, c'est ce fameux grand remplacement. C'est un peu la théorie des élastiques en fait. C'est-à-dire qu'elle a son électorat et elle cherche à étirer l'élastique au bout. Sauf que à sa gauche, il y a Emmanuel Macron et à sa droite, il y a Éric Zemmour. Et elle a l'air de vouloir aller chercher l'électorat d'Éric Zemmour. Et du coup, elle utilise ce mot-là, mais c'est raté. Enfin, c'est très clairement raté. On verra dans les urnes si c'est raté. Mais et ça veut dire qu'elle assume de laisser tomber l'électorat de centre-droit libéral qui, c'est bon pour eux, c'est Macron leur président et merci, au revoir. Donc elle aussi, elle assume ça. Alors même que pendant le congrès, elle avait réussi à gagner là-dessus. En disant, bon, Ciotti, ok, il a fait ses 40%, mais Valérie Pécresse, c'est quand même l'héritière de Jacques Chirac. Donc c'est une personne qui a peut-être la capacité à parler à une droite sensible sur les thématiques sociales. Mais là, visiblement, elle l'a abandonné. Je ne sais pas si on peut parler d'effet meeting, mais Odoxa vient de sortir un sondage où Valérie Pécresse est à 12%. Tu vois vraiment une... Wow. Peut-être un effet meeting, je sais pas. Jules en tout cas, il y a une chose qui est sûre sur le grand remplacement, c'est qu'elle l'avait déjà dit avant, en fait. Et qu'il y a peu d'observateurs qui s'en souvenaient parce que dans l'effervescence des débats de la droite, où c'était la surenchère permanente.
Et elle avait déjà sorti cette exacte formule, non au grand déclassement, non au grand remplacement. Donc, quand on lui dit, mais c'est une théorie conspirationniste, machin, j'ai vu Philippe Corbet sur BFM qui disait, attendez, je tiens à rappeler, parce qu'il commentait le meeting après, il dit, je tiens à rappeler à nos auditeurs que c'est une théorie conspirationniste, le grand remplacement. Qui n'a aucune existence et aucune... Voilà, il disait exactement ça, on ne mesure pas de grand remplacement. Et moi, je dirais juste, c'est une théorie raciste, du coup. Au pire, quand bien même, il y aurait un peu plus de noirs, un peu moins de machin. Pourquoi vous comptez ça, en fait? Pourquoi ça vous obsède à ce point? C'est une théorie avant tout raciste. Et ensuite, elle l'a déjà utilisé donc, dans l'effervescence de la campagne du truc. Là, on voit, il y a un focus parce que, en fait, là, tout le monde la regarde. Elle n'est plus une candidate parmi d'autres et on est censé regarder la synthèse qu'elle a pu faire maintenant. Et là, il y a un effet un peu comme dans la primaire avec Jadot et Rousseau, où Jadot a été obligé, lui aussi, de faire un peu moins le social-libéral et de se dire j'ai été talonné par quelqu'un qui avait des positions un peu plus radicales. Donc, il parlait de radicalité dans l'entre-deux tours. Donc, il faut que je mette un peu de cette radicalité dans ma campagne. Elle est un petit peu coincée dans la même position et elle a un point commun. Il y avait un portrait dans Le Monde qui est paru il n'y a pas longtemps qui était assez étayé là-dessus. Un des grands points communs qu'elle a avec Chirac, puisqu'elle dit venir de la Chiraquie, c'est précisément sa plasticité idéologique. Elle peut dire une chose, elle peut en dire une autre. C'est avant tout une femme de pouvoir, c'est une énarque. Pour gouverner, elle gouvernera. Elle gouverne la région, elle gouverne une énorme région déjà. On sait qu'elle sait gouverner. Après, est-ce qu'elle donne un cap? Est-ce qu'on sait où elle veut aller? Mais elle-même le sait pas. Chirac le savait-il seulement? Mais on a l'impression d'avoir des gens comme ça qui ont une plasticité idéologique, qui sont des entrepreneurs de leur propre carrière, des entrepreneurs politiques. Ce qu'Éric Zemmour lui reproche d'ailleurs quand il a dit pour moi Valérie Pécresse n'est pas de droite, c'est quand il lui réaffirme une idée de la droite qu'il se fait lui-même. C'est une droite qui ne laisse absolument rien sur le social, sur la tolérance, qui était un truc de Chirac. Donc effectivement, est-ce que Valérie Pécresse va réussir? Moi, j'avoue ne pas très bien comprendre le move là. Aller chercher cet électorat qui est en train de se battre. Bon, en même temps, je dis ça, mais elle fait aussi peut-être. Mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on la reçoive sur ce plateau pour qu'elle nous le dise elle comment elle voit les choses. Mais peut-être qu'elle fait le calcul de voir encore une fois Éric Ciotti 40% de vote chez les adhérents LR, pas les sympathisants, les adhérents. C'est une prise en compte aussi du changement au sein du parti en réalité. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a quand même une bonne partie qui s'est barré chez Macron. Les libéraux, ils sont plus chez LR. Ils sont vraiment, mais c'est un abandon en race campagne parce que en plus, au moment où Éric Woerth se barre, c'est peut-être le moment qu'elle aurait pu choisir pour dire mais justement, il fait la connerie de se barrer parce que c'est moi la candidate des comptes publics, etc. Entre nous, quelle est sa marge de manœuvre? Et je sais pas. Mais on peut se poser la question. Hein. Pour moi, elle a une marge de manœuvre au centre droit. Elle peut rattraper. Non, la marge de manœuvre au sein du parti. Ah, au sein du parti? Non, attends, c'est la candidate. Non, je suis pas. Attends, c'est la candidate, elle décide. Alors, oui, elle galère parce que Sarkozy refuse encore aujourd'hui de la soutenir, etc. Il y a des clans au sein de sa famille. Franchement, quand tu vois la gueule de son organigramme de campagne. Oui, mais est-ce qu'elle se fait imposer des choses? J'en suis pas sûr. Elle a ses J'en suis conseillers. certaine. Vous savez ce qui risque de se passer, Jules? Ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va se planter. Et que le parti va trouver que ça va être à elle de payer. Et qu'elle va dégager, qu'elle va payer cette campagne, exactement comme Ségolène Royal. Et là, on revient avec le côté, il y a un appareil masculin derrière. Absolument. Qui, pour eux, elle est entrée là-dedans par effraction. Toute la carrière de cette femme, c'est on la voit pas venir et pouf, elle est là à la fin. Et là, ah merde, ça leur a refait ça. Là, ils ont une bonne occasion de la griller pour de bon. Et ils se foutent déjà un peu de sa gueule en interne. Complètement. Le meeting a été d'autant plus difficile que tout le monde n'était pas au front derrière pour la défendre. C'est clair. Voilà, donc elle va. Non, c'est clair. Et puis les critiques ont fusé au sein de son parti. Elle n'arrive pas à marquer son autorité sur son propre parti. Et ça, c'est aussi la leçon du Congrès. Moi, j'étais le premier à dire que le Congrès est une opération réussie pour les Républicains parce qu'ils ont rassemblé la grande famille qui était quand même vachement éparpillée en quelques mois seulement. Pour autant, ça a l'air de. En fait, les tensions sont toujours présentes au sein de son équipe. Oui, non, c'est vrai qu'en décembre, ça paraissait être une opération ultra réussie. Tout le monde était content. Ils avaient un candidat. La droite était rassemblée. Puis en fait, c'était a priori qu'en apparence. Hein, ça a duré 2 semaines et puis ils se retirent tous dans les jambes. Et puis, évidemment, voilà. Puis quand tu vois quand même, il y a des poids lourds de l'équipe Sarkozy, notamment dans son équipe de campagne. Ouais, alors il y a un poids lourd qui manque. C'est Nicolas Sarkozy. Et ça l'a fait bien chier Valérie Pécresse. Et je comprends pourquoi ça l'a fait chier, parce que ça lui fasse plaisir ou non. En même temps, je dis ça, il y a un article du Monde qui disait que même en interne à son équipe, il y en a qui disent non mais arrêtez avec Sarko, là ça va, c'est bon. Enfin, on oublie, les gens, ça leur parle plus autant qu'avant. On est dans un autre monde, là, il y a le gilet jaune Covid, enfin, on est passé à autre chose. Moi, je suis pas d'accord avec cette analyse-là. C'est Nicolas Sarkozy reste quelqu'un qui a une aura énorme à droite et dont le soutien est attendu. Et donc se pose la question de son soutien, va-t-il le faire? Elle a reçu Balladur, ça m'a fait marrer. C'est celui qu'il avait soutenu dans les années 90. Je lui ai dit putain, t'en es là. recevoir Balladur pour faire des gros clins d'œil bien appuyés à Nicolas Sarkozy. Dans son discours, dans son meeting du Zénith, elle a fait des clins d'œil très appuyés à Sarkozy. Ils se sont vus la semaine dernière, juste avant son meeting en plus. Et a priori, selon ses dires, ça s'est très bien passé. Donc, il était charmant, il était très bien, il a refusé de prendre une photo. Hein, tu vois, c'est...
vraiment, la question de la position de Nicolas Sarkozy dans cette campagne va aussi être assez déterminante de l'avenir de la droite, justement, sur la question de savoir est-ce qu'il va pas y avoir des bataillons. Lui, il tire vers Macron, lui. Il semble tirer vers Macron. C'est évident, il a placé... Il y a Darmanin au gouvernement, je veux dire, c'est quand même un signal très fort. Oui, il garde quand même un paquet de sarkozystes au sein du Parti Les Républicains quand même. Oui, bien sûr. Il a un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Ah ouais. Et il en joue. Évidemment. Et il a probablement raison de le faire. On verra du coup la suite de l'aventure et de la campagne de Valérie Pécresse qui est à la manœuvre dans les sondages et un peu dans la merde. Deuxième sujet de la semaine, les amis, qu'on voulait aborder ensemble, c'est le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a rendu son rapport annuel là cette semaine. C'était hier, d'ailleurs hier, mercredi. Ils ont un peu avancé le rendu de leur rapport annuel, soi-disant à cause de la présidence française de l'Union européenne, mais je crois que c'était surtout parce qu'il y a une campagne présidentielle et que la Cour des comptes avait des messages à faire passer. La Cour des comptes donc fustige, met en garde, pour être très exact, les dépenses publiques du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid. Ils mettent en avant une augmentation des dépenses publiques doublée d'une baisse des impôts et des prélèvements qui a continué malgré la crise. Le rapport dit que le Covid a entraîné la mobilisation de moyens publics d'une ampleur inédite et que cet effort considérable, je cite, va durablement peser sur le déficit et la dette publique. La Cour des comptes, je vous le rappelle, ce sont des magistrats, ce sont des magistrats indépendants qui ont pour rôle de juger l'utilisation des deniers publics, des comptes publics. Ils jugent les comptables, donc les comptes publics doivent être tenus, rendus selon les règles, selon la loi, et la Cour des comptes est là pour veiller au grain. Ils rendent des rapports absolument toute l'année thématiques sur des sujets particuliers. Ils ont rendu un rapport spécial sur le Covid, ils rendent des rapports sur la lutte contre la drogue, etc. Ils regardent comment est dépensé l'argent, et ils rendent aussi un rapport annuel qui est un peu, pas un pot pourri de tout ça, mais un grand rapport sur la tenue des comptes publics de l'État en tant qu'État. Et donc là, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, semble envoyer un signal au gouvernement, à l'État et à tous les candidats à la présidentielle en disant attention, il y a un dérapage des comptes publics qui est dû à la crise du Covid, qui est justifié et nécessaire, et d'ailleurs c'est pas le rôle de la Cour de le dire ou de pas le dire, mais il dit que tout ça va devoir se payer au bout d'un moment. Et une partie du débat public, c'est comment on va payer ça et de quelle manière et qui va payer. Usul, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais préciser pour les gens dans le chat qui sont là, vous avez parlé du meeting, après on parle de la Cour des comptes. Vous avez parlé du meeting de Pécresse, mais vous n'avez pas parlé de Mélenchon. Alors déjà, je pense qu'on va parler de Mélenchon avec notre invité politique juste après. Oui. Et ensuite, oui, ils sont très bien vos meetings, les Ouais, insoumis. Vous faites des super meetings, c'est les meilleurs meetings du monde. Ouais, bientôt, je sais que Jean-Luc il va tellement venir. bien qu'on n'a pas besoin d'en parler. Voilà, Jean-Luc il va venir à Lyon, à la Croix-Rousse, là il va aller au même endroit que Taubira d'ailleurs. Comme Bah oui. Et vous en faites pas, on va y aller, on va regarder, on parlera de Mélenchon. Ils sont super, voilà. C'est très bien les Et meetings. puis vous avez le meilleur candidat. Bravo les insoumis. tout ça. Oui, et au demeurant, oui, ils sont très bien les meetings de Jean-Luc Mélenchon. On aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments dans Backseat parce que ça viendra dans les sujets de la semaine, mais là, c'est pas les sujets maintenant, qu'on a la choisis. Cour des comptes, le fun, le pognon. On a fait les trucs Il est chiants, en maintenant le grande fun. forme ce soir. Grande forme. La moulaga. Du coup, voilà. Est-ce que selon vous, c'est un avertissement pour tous les candidats que vient de faire la Cour des comptes? Ouais, je pense pas. Non. Ouais. Non, Moi, je pense pourquoi que c'est un blanc-seing pour Emmanuel Macron pour son prochain quinquennat pour dire allez, maintenant, faut réformer. C'est parti pour la réforme de retraite. C'est parti pour la réforme des minima sociaux. Quoi, l'assurance chômage, on l'a réformée, on va aller davantage dans la réforme de l'assurance chômage. Faut faire des économies. 9 milliards Faut d'euros faire des d'économies économies. par an d'ici à 2027 si parce qu'en fait le gouvernement a présenté une copie en disant on a une trajectoire de rectification des dépenses publiques d'ici à 2027, donc sur 5 ans, qui prévoit un retour à l'équilibre budgétaire, et la Cour des comptes a fait les calculs, a dit si vous voulez remplir cet objectif que vous vous êtes fixé vous-même, il va falloir 9 milliards d'euros d'économies par an. Justement, il me semblait que c'était une manière plutôt de prévenir l'exécutif actuel, que si, selon ses prévisions à l'exécutif, ça allait être méga bourrin de faire 9 milliards par an. Oui, c'est l'autre manière de le dire. C'est ça, parce Vous que pouvez pas mentir aux gens. En fait, dans la presse de droite, ils vont vous présenter ça comme la Cour des comptes exige 9 millions d'économies, 9 milliards, qu'est-ce que je dis, 9 milliards par an. Alors que c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt la Cour des comptes dit si vous voulez poursuivre ces trucs-là, ça veut dire qu'on va faire des violentes coupes, de très violentes coupes. C'est vers ça que vous nous dirigez. C'est plutôt un avertissement. Donc voilà, comprenez-le aussi comme ça. Avec cette idée de toujours devoir retrouver l'équilibre pour ne pas avoir plus de 3% de dette. Alors la règle des 3%, c'est une règle européenne, c'est pas une règle. Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une épée de Damoclès pour la majeure partie des gouvernements européens et que quand il s'agit de prendre des décisions budgétaires, c'est un élément qui est pris en compte et c'est le principal élément qui est pris en compte. Et c'est d'ailleurs l'élément que relève et soulève la Cour des comptes en disant d'ailleurs que si la France ne veut pas se retrouver dans la merde en 2023, il va falloir notamment revoir cette règle. Donc c'est pas rien quand même, c'est une règle
qui, on le sait, est quand même assez importante et peut mettre dedans pas mal de gouvernements. Sacha ? Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron avait promis de faire 60 milliards d'économies par an pendant son quinquennat. Alors, Il avait promis combien ? 60 milliards par an. D'économie, il avait promis ça en 2017 ? Ouais. Putain, j'ai oublié ce chiffre-là. C'est énorme. Bah, il a fait des C'est économies. énorme. Il a fait... Non, mais si, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Il en a fait. Oui, mais si, après, si. il y a la crise Covid qui est arrivée, hein, Voilà. on est d'accord. Mm. Mais sur les années 2018-2019, il n'y a pas eu d'économie. Hein. Mais ce qui est génial, c'est Ah, qu'avant non. ça, quand tu regardes les Y courbes, a pas eu avant ça, d'économie. c'est ce qui a plongé les déficits publics, c'était la crise de 2008. Ouais. Donc il y a les courbes dans le monde, hein, je crois que tu avais. C'est ça là. Voilà. On peut regarder, je vous Vas-y, montre. si t'arrives à le montrer à l'image. Voilà. On dirait Pierre Larouturou. Vous avez. Hop. Ça, c'est 2008, vous voyez, bam et hop, après ça remonte parce qu'on fait des économies. On fait des bonnes économies. Vous voyez, on a gelé le point d'indice, tout va bien, on fait des bonnes économies. Et puis là, bam, nouveau problème, crise Covid, bam, ça retombe. On va refaire des économies. Alors on va rogner sur autre chose, hein, moins de services publics ailleurs, encore, on re-rogne. Ce qui est toujours intéressant, c'est la manière de le présenter de la droite. C'est toujours, bon, on va refaire encore plus d'économies. Hein, Encore puis une il y aura fois. autre chose derrière. Encore une Et fois. au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à économiser. En tout cas, il n'y aura plus de services publics, il n'y aura Oui. plus de prestations sociales, il n'y aura plus de rien. Il restera. Hein, à Oui. aucun moment, on dit, augmentons les recettes. Oui, mais c'est justement parce que là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on parle que du volet dépenses. Mais le rôle de la Cour des comptes, c'est aussi de dire qu'en fait, si vous voulez continuer à faire du service public comme vous l'avez promis, etc., le Ségur de la santé, le doublement des classes, etc., il y a aussi une question de recettes. Or, il se trouve qu'Emmanuel Macron, bien qu'il se soit finalement accommodé du retour brutal de l'État-providence pendant la crise du Covid en dépensant, je crois, 140 milliards d'euros, c'est la facture de la crise du Covid, l'État français y allait à balle. Là, on a retrouvé l'État français qui y va. En 2020, je crois que pendant plusieurs mois, il y avait un salarié sur deux en France qui était payé par l'État. Donc là, c'est la France quand elle s'y met, voilà, elle sait dépenser de l'argent. Ce qui est rassurant d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est un savoir-faire français. Non, mais effectivement, c'est aussi rassurant à sa manière. Donc Emmanuel Macron a accepté ça, mais derrière, il a aussi continué sa politique fiscale. Il n'est pas revenu sur la suppression de l'ISF, même si c'est plus symbolique que vraiment rapporter énormément de sous. Il n'est pas revenu sur la suppression de la taxe d'habitation. Il a maintenu la baisse de l'impôt sur les sociétés pour aider la relance, etc. Il se trouve qu'Emmanuel Macron est allé chercher autre chose. C'est pas le grand emprunt, le plan de relance avec les milliards d'euros de l'Union européenne, les 40 100 milliards plus 30 milliards de mémoire. C'est ça exactement, les 30 milliards du plan d'investissement là, de France 2030. 2023. Donc voilà, donc en fait c'est aussi, t'as raison Jules, en fait c'est aussi ce que dit la Cour des comptes aux candidats en disant en fait il va falloir payer et c'est soit des économies sur le fonctionnement des services publics, soit faire entrer des sous-sous dans la caisse. Et ça c'est aussi un sujet qu'il va falloir aborder d'une manière ou d'une autre. Et le problème c'est que c'est très impopulaire pour beaucoup de candidats de dire on va augmenter les impôts. Oui, mais les impôts de qui? On en parlait d'ailleurs la semaine dernière sur les EHPAD, etc. Dire aux gens non c'est pas vous qu'on va, enfin je dis on en parlait, non c'est toi dans Ouvrir l'Élysée, pardon. Ah oui, bah voilà. Donc voilà, mais c'est aussi ça, tu vois, c'est dites-nous où est-ce que vous allez trouver l'argent, quoi. Le rapport est Sacha. sorti hier. Il n'y a pas eu de réaction concrète pour l'instant des candidats, j'ai l'impression, mais tous sont pour des revalorisations du SMIC ou des salaires jeunes. Donc ça n'a pas l'air d'être une priorité pour eux en ce moment, en tout cas. La maîtrise des comptes publics, non, n'est pas une priorité. Voilà, ça a clairement pas l'air d'être une priorité. Mais si, on en a parlé la semaine dernière un peu de ce truc de compte public. Sur le côté, la maîtrise des comptes publics, c'est aussi parfois un prétexte justement pour redire regardez, il faut économiser, alors qu'on pourrait utiliser exactement le même argument pour dire regardez, il faut plus de recettes. Vous voyez bien qu'il va falloir taxer des trucs, rééquilibrer peut-être aussi le rapport capital-travail, aussi, ça pourrait être sympa. La thune, on l'a trouvé. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est de la tuyauterie derrière. Mais ce qui est au demeurant, parce que c'est aussi sur la dépense, c'est là que c'est intéressant avec la Cour des comptes, parce que c'est pas juste des magistrats qui disent dis donc, vous claquez un peu beaucoup de pognon là. Non, ils rentrent dans le détail en fait. Ils rentrent dans le détail et ils sont aussi assez sévères sur quand même pas mal de plans de dépenses. Par exemple, des trucs qui nous concernent un peu, c'est la question de l'aide aux étudiants qui a été apportée au cours de cette crise, le revenu étudiant qui est devenu le contrat d'engagement, les trucs comme ça. La Cour des comptes, elle est pas tendre. Elle dit que les décisions ont été prises de manière tardive, décevante, alors que la pandémie avait profondément bouleversé le quotidien des jeunes. Selon la Cour des comptes, je cite, il s'agira à l'avenir de mieux prendre en compte les risques liés à la santé des étudiants, de mettre en place des indicateurs fiables et partagés sur la précarité des étudiants. Donc la Cour des comptes, elle tape aussi sur le doigt de l'État sur le côté. Il ne s'agit pas juste d'aligner du pognon, les gars. Il s'agit aussi de réfléchir à 2000 comment vous le faites, le faire efficacement. Et d'ailleurs, elle dit aussi que ça n'a pas tout à fait été fait très efficacement, parce que quand il s'est agi d'arroser les entreprises d'aide, de PGE, les prêts garantis par l'État, etc., là, on n'a pas trop regardé. Et la Cour des comptes dit on pourrait même imaginer se faire rembourser un certain nombre de trucs qui ont été des effets d'aubaine. C'est-à-dire des gens qui prennent des aides alors qu'ils n'en avaient pas tellement besoin, mais allez, on va les prendre
comprendre quand même. Genre, un effet d'aubaine, c'est typiquement, tu prends la prime qu'on te donne si tu embauches quelqu'un, alors que tu avais de toute façon prévu d'embaucher quelqu'un. Mais effet d'aubaine, tu la prends quand même. Et donc, en fait, ça n'a rien créé. Cette prime n'a pas créé cet emploi qui allait être créé de toute façon. Non. Mais hop. Et c'était la difficulté du fonds de solidarité pour soutenir les commerçants. Alors, effectivement, oui, on comprend bien que le boulanger qui est obligé de fermer sa boulangerie à cause du confinement, on l'aide à pas mettre la clé sous la porte, en gros, parce qu'il faut quand même qu'il réouvre sa boulangerie. Donc ça, t'es en mode OK. Mais effectivement, le fait de c'est d'autres boîtes qui, en fait, ont continué pendant le Covid à travailler pour tout un tas de raisons. Y compris toutes les aides. Parfois un peu en mode dégradé, mais qui ont aussi bénéficié de plein d'aides qui les a aidés, plus le plan de relance derrière. De toute façon, regardez les fortunes des millionnaires, des milliardaires. Je ne sais pas s'ils ont bénéficié directement de l'aide de l'État, mais ils ont bénéficié aussi d'un effet de chômage partiel. C'était pour un peu tout le monde. Hein. Oui, mais le chômage partiel, t'es pas censé t'enrichir avec ça. Je dirais encore une fois, ça a payé tes salariés pour toi. Oui, mais enfin pendant ce temps-là, ta caisse elle était à zéro. C'est les restaurateurs. Les restaurateurs, ils n'ont pas pu servir de plat pendant 2 mois parce que confinement. Le fonds de solidarité. C'est des boîtes dont la caisse n'était pas à zéro à ce moment-là. Elles ont quand même bénéficié des trucs. C'est ce que dit la Cour des comptes. Exactement, c'est la question du contrôle de comment est-ce qu'on dépense, de veiller à faire ça un petit peu mieux. Et puis avec des dividendes quand même records en 2021. Faut le rappeler quand même. Le CAC 40 a versé des dividendes records ça s'était jamais vu. Notamment Total. Il y a forcément un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié effectivement des aides d'urgence et qui finalement derrière n'ont pas vraiment suivi. Déjà, il n'y avait aucune conditionnalité, que ce soit sur les éléments légal conditionnalité ou alors la conditionnalité par rapport aux enjeux environnementaux, etc. Zéro. C'était vraiment genre... Ils ont ouvert les vannes sans trop conditionnaliser, c'est pas mal. Ces aides, alors qu'en réalité, il y a quand même des entreprises qui font de la merde, il faut bien le dire, à certains égards, et qui ne méritaient pas en fait ces primes-là. Surtout si c'est pour balancer de la thune derrière en dividende à leurs actionnaires. C'est quand même assez scandaleux. Donc là, bon. Et après, derrière, on va faire quoi ? On va aller voir, on va réformer l'assurance chômage pour aller voir si les gens veulent vraiment bien travailler. Ça, on va les fliquer. Franchement, je pense qu'il y a aussi une... Non, mais je voulais pas te couper la parole, vas-y, continue. Non, je t'en prie. Mais je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut... avec des éléments objectifs de la Cour des comptes, ceci dit, c'est des magistrats indépendants, tout ça, mais on les connaît ces gens-là. Hein. Je veux dire, ils sortent de l'ENA, ils sont comme les gens de Bercy, c'est des potes de Bercy. Non, oui, je sais. Ils font chier les mecs de Bercy, c'est comme leur boulot. Ils font chier les mecs de Bercy, mais notamment qu'ils ont le même logiciel en fait. C'est le même monde. Oui, mais encore une fois, oui. Qui est le logiciel c'est des gens bien classés à l'ENA. Oui, la Cour des comptes fait partie des c'est top 10, ça je crois. n'existe plus l'ENA d'ailleurs, il n'y a plus de classement et tout ça, mais bon, bref, on y reviendra. Néanmoins, ceux qui ont sorti le rapport aujourd'hui, c'est vraisemblablement des gens qui sont sortis du classement de l'ENA. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un logiciel. Moi, j'ai préparé l'ENA, je vois ce que c'est. En question économique, ils te mettent un logiciel dans la tête qui est en mode 3% de PIB, 3% de PIB, 3% de PIB, pas de relance, pas de keynésianisme, pas ceci, pas cela. Enfin, on est quand même sur l'économie. Et l'économie budgétaire, la politique budgétaire, c'est quelque chose qui reste dogmatique en fait. On peut te dire, faut faire ça comme ça et ça va donner ça comme résultat, mais on peut aussi te dire, faut faire ça comme ça et ça va donner ça comme résultat. C'est des choix qui sont quand même politiques et très importants. C'est-à-dire faire le choix de filer masse de thunes via le CICE, via la flat tax, en imaginant qu'il va y avoir un ruissellement qui n'existe pas. Il faut aussi, je pense, faire un effort sur l'étude et l'impact aussi d'un certain nombre de politiques, parce que finalement, je me souviens de Macron qui avait dit le CICE, est-ce que ça va aller aux entreprises ? Est-ce que les entreprises vont le réinvestir ? Je sais pas. Justement, c'est le rôle de la Cour des comptes. Justement, c'est quand tu dis qu'ils ont le même logiciel, la Cour des comptes, ils ont aussi le logiciel de l'efficacité de la dépense. Et donc, c'est justement ça, c'est qu'à un moment, et c'est ce qu'ils ont dit dans leur rapport, c'est quand vous filez du pognon sans contrôler les entreprises, ça nous pose un problème à nous, la Cour des comptes. Oui, bien sûr. Donc, mais je pense quand même qu'ils pourraient aller encore plus loin, parce qu'en fait, substantiellement dans le rapport, ils disent aussi qu'il va falloir faire des économies, et ils insistent sur le fait qu'il va falloir réformer l'assurance chômage, qu'il va falloir... Oui et non, tu vois, ils le disent. Oui, mais quand ils disent aussi il va falloir regarder très précisément la précarité des étudiants et apporter une réponse plus efficace, ils disent clairement à l'État, là, il va falloir mettre du pognon, les gars. Ça suffit 2 minutes. Mais en revanche, tu dis naturellement, c'est pas clair pour tout le monde. Ça l'est pour eux. Oui, c'est vrai. Et tant mieux d'ailleurs. Sacha. Non, je disais qu'ils parlaient des EHPAD aussi, qu'il allait falloir réformer tout ce système. Non, le gouvernement se félicite d'une croissance qui repart et d'un taux de chômage plutôt bas. Mais en fait, c'est que du trompe-l'œil. Parce que quand toutes les micro-entreprises vont devoir rembourser les prêts, les PGE, ça va être une saignée incroyable. C'est vrai. Non, mais tu as raison de le dire. D'ailleurs, ça a été redécalé opportunément après la présidentielle, je crois. Et puis on va les aider autrement. De toute façon, on les aide, les entreprises dans ce pays. Non, attends, mais les PGE, c'est aussi les gens des indépendants. les micro-entreprises, bien sûr, t'as tout.
Je sais Non, pas non, si je pense que les mesures étaient nécessaires et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont Oui, été oui. prises. Et On la peut Cour des pas, comptes le dit, ouais. Et voilà, moi je ne critiquerai jamais le gouvernement de Macron d'avoir pris un certain nombre de mesures, notamment par rapport aux indépendants qui étaient dans la galère, même si je pense que tout le monde n'en a pas bénéficié clairement de manière égale. Par exemple, les auto-entrepreneurs étaient quand même vraiment dans la merde et je pense pas que ce soit ceux qui a été le plus soutenus alors qu'ils méritaient d'être soutenus davantage aussi parce qu'ils n'ont pas forcément de filet de sécurité. Je veux dire, l'auto-entrepreneuriat, c'est le truc, c'est la baisse totale. C'est le statut de merde, mais alors par excellence. Je connais. Donc pour le coup, je pense que pareil. Je pense que pour le coup, ça aurait été bien de les aider. Effectivement, peut-être faire davantage d'efforts sur les grandes entreprises qui ont quand même bénéficié d'un certain nombre d'aides et qui n'en avaient pas forcément besoin. Quoi. Et ça, sur le plan de relance, le gouvernement est très frileux là-dessus. On se souvient du clan Édouard Philippe au sein de la Macronie, qui était très sévère avec justement le plan jeune, etc. Il disait attendez, on est en relance là, c'est pas du tout le moment de faire chier les entreprises en leur remettant des impôts. Au contraire, c'est il faut jamais le moment de bénéficier. faire chier les entreprises. Tu voulais dire un truc C'est d'ailleurs, quand le Jules moment où il faut faire chier les entreprises finalement? Non, mais j'en sais rien. Ça date de quand la faut dernière demander à fois où on Édouard s'est dit Philippe. ah là on va les faire un peu raquer là. J'en sais Non rien. mais c'est vrai, il y a un Ouais. moment peut-être. Vous voyez que qui a dit, j'ai vu ça là dans le je sais plus qui de je sais plus où là qui a dit il y a un trop gros non, mais si, Il y a un genre beaucoup de figure d'incertitudes. d'autorité de je ne sais plus quelle pas. institution qui a dit Oui. le rapport capital travail c'est déséquilibré dans le chat. Vous avez sans doute vu ça, c'est je sais plus. Alors lui c'était la Banque Française d'Investissement, je sais plus quoi. Bref, oh putain, hier j'ai vu Emmanuel Le Chypre sur. Voilà, tu vois qui c'est Emmanuel Le Chypre? Oui, mais t'as vu, j'ai failli J'ai glisser entendu et j'ai bien Oui, dit oui. Chypre. Oui, on a. Pour ça. T'as vu hein? C'est pour ça que. Non, c'est bref. bon, on va continuer, on enchaîne. Voilà, c'est- on enchaîne. C'est rien Excuse-moi. passé. Excusez-moi. Et donc, attends, la Caisse des dépôts et consignations. Ah, la Caisse des dépôts. Voilà, mais qui a oui. dit que le rapport capital-travail commençait à être beaucoup trop déséquilibré, machin. Et que, en fait, super. là, je l'ai déjà dit ici, mais tu peux pas avoir une montée des inégalités comme ça en ligne droite vers l'infini. Les arbres Non. ne montent pas jusqu'au ciel. À un moment, il va falloir rattraper un petit peu parce que ça détruit les sociétés, ce truc-là. Emmanuel Le Chypre, hier, il était là, il disait oh, bah, le programme de Mélenchon, finalement, c'est vrai que bon, il y a un certain nombre de trucs qu'on lui disait avant qu'on peut plus lui dire parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Alors, c'est Mais vrai, ouais. la règle des 3%, bon, bah, on peut plus trop lui dire. Et puis, peut-être qu'en effet, vous savez, la France, on n'est pas non plus des grands moteurs, des grandes ruptures technologiques d'innovation. Hein. Pas suffisamment. On voit très bien que nos startups magiques, nos licornes de Les Macron, licornes. là, On a Dailymotion. elles sont, oui, non, mais elles sont dans des niches, elles sont à la marge, elles sont dans des niches, elles sont, Et c'est tous pas des, anti-Covid. c'est des Et petits tous trucs, ouais, ok, super, Doctolib qui va s'implanter en Espagne, en Allemagne, un petit peu, d'accord, mais c'est pas Google le truc et on lance pas encore des fusées avec nos startups. Quoi. Donc bon, manifestement, on n'est pas moteur et peut-être qu'il va falloir se redire, ah mais en fait, c'est peut-être à l'État d'être moteur à un moment et de coordonner un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, peut-être un plus grand rôle de l'État et peut-être un programme Dans l'innovation. un ouais. petit peu plus Bah, de les 30 000, planification. les 30 milliards, tu dois être content. Non, sur la planification, ça je suis d'accord. Mais regarde, c'est le plan de relance. Ça, ce que Ouais. enfin, c'est France 2030 dont tu es en train de Ah, parler. mais hein. je suis exactement en train de parler de ce que veut Macron. Exactement. Mais voilà. Exactement. Mais Voilà. tu vois, c'est beau l'union de la gauche. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah, il l'a fait. Il l'a Oui, fait. je vois. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ce Oui, oui. que je Non, veux mais dire, d'ailleurs, c'est au demeurant, le qu'il est retour de l'État. peut-être temps d'avoir un peu d'audace en économie. Le retour de l'État stratège. Le retour de l'État. Ça, c'est le mot préféré de Macron. Oui, mais De moi, la vraie l'audace. audace, moi. Ah oui. Plus l'audace encore. Faites-moi confiance. Non, mais d'ailleurs, au demeurant, l'État stratège et même la notion de planification est revenue à la mode. Et tu as raison de le dire. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'ambiance a changé avec le Covid. On peut plus, même en 2017, on disait encore des trucs. Ce week-end, il y avait Ouais. encore Bruno Le Maire qui n'excluait pas une nationalisation d'EDF. Ouais, Justement, bien sûr. nationalisation Mais stratégique. imagine, c'est En vrai que mode, c'est assez hallucinant, quoi. construction de PR, etc. Ouais. En fait, il y a un moment où peut-être la question va se poser et tout. Donc, C'est les mecs de droite qui vont nationaliser après que Jospin ait privatisé. C'est fabuleux quand même. c'est ça, c'est Non, mais l'ironie c'est de l'histoire dingue. européenne. Qu'est-ce que je te dise? Mais J'adore. oui, c'est Sarkozy. Oui, non, c'est Non, mais Macron qui a c'était privatisé. assez marrant. Et le Nationalisé. Chypre qui vraiment disait que, mine de rien, pour tout ce qui était innovation, machin, de rupture qu'il allait falloir faire, il disait ah, Mélenchon, franchement, son truc, les éoliennes, les machins. Et je me dis que parfois, il y a certains milieux économiques qui sont moins idéologiques. Et ça s'est vu notamment dans la discussion entre Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Luc Mélenchon sur France 2. Parfois, certains milieux économiques sont moins dans l'idéologie et sont plus pragmatiques que ne le seraient des politiciens qui, justement, comme l'a très bien dit Léa Ou un avant, logiciel ont été spécifique. formés à une certaine école économique, qui auront un poste dans ce monde, dans un autre, là où les gérants de fortune, de temps en temps, se disent stratégiquement, là, peut-être un petit coup de gauche, pourquoi pas, hein, avec des investissements publics. On verra ce que ça donne. On On verra ce que ça donne. En tout cas, L'interventionnisme. tout ça pour dire, ouais, mais l'interventionnisme, Peut-être pour le coup, c'est revenu à la mode à Peut-être que Turbo. le laisser-faire, si c'est pour se faire tout prendre de toute façon par les GAFAM et avoir Le juste laisser faire, des- c'est plus à la mode.
hein. Vraiment, en Europe, le laisser-faire est plus à la mode. Il y a un retour de l'État stratège, il y a un retour de la normalisation, enfin de fait de mettre des normes, au niveau européen. On le voit sur les GAFAM, on le voit sur en fait la définition d'un standard européen en matière de plein de trucs, en matière climatique, en matière sociale. Il y a une volonté de souveraineté aussi. Il y a une vérité de souveraineté, mais c'est exactement ça. Dans plein de domaines. Et c'est en cours de discussion d'ailleurs au Parlement européen sur la question des GAFAM, le DNA, DSA, etc. Donc tendez l'oreille, tout ça pour dire tendez l'oreille, parce que quand les candidats vous parlent d'économie, ils parlent aussi de ça, de cette vision des choses. Chers amis, on va passer à la suite de l'émission avec la séquence des cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Alors, les cartes blanches, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses ont l'occasion de nous dire un truc, de nous parler d'un truc à lire, d'un truc à voir, d'un truc à écouter, un poème, une chanson, ce que vous voulez. C'est votre moment, les amis, donc n'hésitez pas, allez-y. Qui c'est qui a envie de commencer? Toi, Jean. Ah, tu veux que je commence? Ah, c'est ton annonce là. C'est mon annonce. Comme ça, il va flinguer nos cartes blanches. T'as teasé en majuscule et tout. Ou on garde le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. On va faire monter un peu la tension encore là, Allez. j'aime bien là. Moi, j'ai été harcelée aujourd'hui par les gens en mode Ouais, il va moi dire quoi, aussi, Jean? ouais. Il va dire quoi, Jean? Je sais pas, faudra attendre ma carte blanche. Tu sais, toi? Non. Alors, qui c'est qui s'y Moi, colle? je commence, je fais toujours le plus Usul, nul, vas-y. moi. Donc, Vas-y. J'ai hâte de voir à quel point ça va être nul aujourd'hui. Eh bah. Attends, il a sorti son forfait. Ouais, tu vas pas nous parler du ski Non, quand je vais même. pas vous parler du ski. Ah. Je vais vous parler de Media Crash. Abonnez-vous. Il y a un film qui vient de sortir au cinéma, ça s'appelle Media Crash. C'est sorti hier en salle et c'est le moment d'aller le voir. Il était disponible très très rapidement pour les abonnés de Mediapart. J'avais dit de mettre la bande-annonce. Oui, c'est parfait la bande-annonce. Qui revient, c'est un film, une coproduction Mediapart et Première Ligne. Vous connaissez Mediapart, vous connaissez peut-être Première Ligne Non, je connais pas. Cache Investigation, etc. Je dis ça pour les viewers. D'accord. Moi, je connais, mais... Bon, d'accord. Voilà, bon, normalement, vous connaissez un petit peu, normalement, au moins, Cache Investigation. Vous imaginez, vous mixez les deux et vous leur dites, C'est allez-y, produit par CNews aussi? balancez. Non, ça critique un peu CNews, par Ah, contre. ok. Attention, si vous êtes plutôt habitué de CNews, ça va pas peut vous plaire. vous piquer, parce que l'idée, c'est de revenir vraiment. L'angle du film, c'est les grandes puissances, les grandes fortunes françaises et le poids qu'ils ont sur notre écosystème médiatique et ce que ces milliardaires font à nos médias. Alors évidemment, on va parler de Bolloré, de sa reprise du groupe Canal. On va aussi parler de Lagardère. non, pas de Lagardère, de Bernard Arnault. Ah oui. On revient notamment sur l'affaire où Bernard Arnault, vous avez peut-être vu le film Merci Patron. Eh bien, dans ce film, on revient sur les coulisses de Merci Patron, parce que pendant Merci Patron, Bernard Arnault avait utilisé les services d'un certain Squarcini, le Squal, pour espionner François Ruffin et sa petite bande. Et donc, on a des bandes audio des écoutes qui avaient été effectuées à l'époque de Squarcini et de comment Squarcini gère le problème Ruffin, qui pour lui est manifestement un vrai problème. Ça inquiète beaucoup Monsieur Arnault, hein, vous savez. C'est déjà passé dans Mediapart d'ailleurs. C'est déjà passé dans Mediapart. C'est un peu une compilation du best-of de ce qu'il y a eu de mieux sur Mediapart en matière d'enquête sur les grands médias. Et on termine, il me semble, dans le film, je crois que ça termine par ça, évidemment, l'affaire Sarkozy, Kadhafi, le Ziad Takieddine, la rétractation de Ziad Takieddine, Mimi Le Marchand, tous des trucs que vous avez peut-être vu aussi dans Envoyé spécial il n'y a pas longtemps. Donc on fait on refait le point sur ces questions-là, sur l'importance. Le tout, c'est au cinéma en ce moment. Et voilà, c'est des questions qui sont importantes. C'est bien réalisé, il y a des interviews. Par exemple, tiens, vous avez vu il n'y a pas longtemps une chercheuse, Claire Secaille, qui a mesuré le temps de parole des gens chez Hanouna, des politiques. Voilà. Elle s'est fait défoncer après, même Hanouna en a parlé. Voilà, et il lâchait sa meute dessus en disant que elle est en interview dans ce film, elle revient sur ce travail-là. Donc il y a des trucs très très récents en fait aussi dans ce film-là, qui a été fait vraiment pour la campagne, qui a été fait, j'allais dire vite, je veux dire, qui a été fait pour être très d'actualité maintenant. Voilà, c'est pas un travail sur 5 ans, c'est vraiment là vous êtes à jour sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'emprise des milliardaires aujourd'hui et vous comprendrez sans doute mieux l'état de notre système médiatique aujourd'hui. Ok, donc c'est en salle. C'est en salle en ce moment. Merci beaucoup Usul pour cette film de Luc Herrmann et Valentine Auberti. Et on les remercie, on les embrasse. Merci beaucoup Usul pour cette carte blanche. On enchaîne avec Sacha, ça te va ? Allez, vas-y Sacha. Écoutez, alors moi, je traînais en début de semaine pendant ma pause déj sur une célèbre application de rencontre qui s'appelle Tinder. J'espère d'ailleurs que mes parents ne sont pas en train de regarder l'émission. Et je me promenais donc dans les tréfonds de cette application quand je suis tombée sur le faux compte de Yannick Jadot, qui devrait s'afficher ici. 29 ans. 29 ans exactement. 29 ans Yannick, flexitarien, il aime tous les animaux. La photo est très bien, on le note quand même. Qui a a priori été créé par les jeunes écolos et qui a été supprimé et banni de Twitter depuis. Les jeunes avec Macron ont d'ailleurs eu la même initiative. Ils ont lancé une campagne avec des photos un peu sulfureuses, entre guillemets,
guillemets, de gens en train de s'embrasser, etc. etc. Et du coup, en plus d'avoir eu la flemme de tomber sur Yannick Jadot alors que j'étais en pause déj et que je ne cherchais pas l'homme de ma vie, mais de quoi booster mon ego, je me suis dit, mais il faut être taré pour aller séduire les jeunes sur une appli de rencontre. Ouais, moi, je trouve ça glauque. Voilà, alors on sait que les jeunes ouais. sont ceux qui s'abstiennent le plus, 87% au premier tour des régionales, mais tenter de les convaincre à coup de panneaux publicitaires dispersés ça et là, je me dis, est-ce que c'est vraiment la solution et est-ce que c'est pas les prendre pour des cons en plus ? Et ça montre une réalité à laquelle les partis politiques sont plutôt assez confrontés dans l'ensemble, c'est qu'ils n'arrivent plus à attirer l'attention de potentiels électeurs, et c'est-à-dire qu'avant même de leur prouver le bien fondé de leur idée, ils doivent les convaincre de leur accorder de l'attention et donc du temps de cerveau disponible, comme l'aurait dit Patrick Lelay. Du coup, c'est à se demander si en fait le débat politique est-il si intéressant que ça, qu'ils doivent se travestir, se maquiller, se déguiser. C'est assez pitoyable. Et je pense que les formations politiques gagneraient à le relever sur le terrain des idées plutôt que sur des applications. Mais c'est où le terrain des idées ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Et là, je ferai une petite autopromo pour un de mes collègues, Ronan Planchon, qui a écrit un excellent papier sur le sujet. Et il dit, à force de vouloir être partout grâce à la data, le politique est nulle part. D'un débat sur l'organisation de la vie de la cité, elle se réduit alors à un objet que l'on consomme, un œil semi-éteint, entre deux profils d'une application de rencontre. Pas mal. Il l'a écrit où, Ronan, ça, cet article ? Dans le Figaro. Dans le Fig, réservé aux abonnés ? Absolument. Ah là, terrible. Figaro qui risque de passer sous Désolé. contrôle de Vincent Bolloré d'ici pas longtemps, et on pourrait interroger le rôle des milliardaires aussi dans cet habilisme. Je vois pas de quoi tu parles, Jules. Je vois pas de quoi tu parles. C'était pas le sujet de la chronique de Sacha, mais ok. C'est prévu en tout cas. Eh ben merci beaucoup Sacha pour cette carte. Moi je suis comme toi, je l'ai vu passer. Je sais jamais quoi en penser de ce truc-là. J'entends ton opinion. Je sais jamais quoi en penser parce que ouais. Bah, faites-vous une opinion vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Léa, t'es à ton tour. Yes. Vas-y. Du coup, ça va être un peu chiant. C'est vrai que Jadot, surtout sur Tinder, c'était quand même quelque chose. Moi, je voulais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Défaire la police, qui a été édité aux éditions Divergence. Et en fait, c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui nous parle de la police, avec comme question d'ouverture, faut-il en finir avec la police ? J'ai appris plein de choses, c'est incroyable. Ça nous rappelle quand même que la police, généralement, c'est des gens qui viennent... Alors, je pensais tu peux montrer le bouquin, s'il te plaît. Je pensais qu'il y aurait... mais du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Okay. La couverture est canon, d'ailleurs, j'adore. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on nous rappelle, de manière très habile, que la police est en fait un outil à disposition du capitalisme pour venir contrer et venir... contenir des contestations de la part de la part du peuple, tout simplement. Et il est assez intéressant aussi parce que sociologiquement, la majeure partie des personnes qui sont dans la police sont des gens du peuple, des petites gens, comme on dit parfois dans certains milieux. Et ils viennent finalement au service de l'élite, du capitalisme, du pouvoir. Et c'est assez fascinant d'avoir cette approche-là que je n'avais absolument pas. On apprend aussi plein d'autres choses. Oui, j'avais besoin de le lire, tu vois. Mais non, je sais pas, il y a ça chez Marx. Oui, il y a ça chez Marx. Écoute, t'as pas lu les classiques, on l'a dit en formation au parti qu'il fallait lire Marx. J'ai lu aussi Simo, c'était il y a fort longtemps, j'avoue. Et du coup, c'est assez intéressant et ça revient aussi sur l'histoire de la police aux États-Unis, par exemple. Les policiers étaient là. Au début, c'était pour surveiller les plantations, ce qui explique quand même c'est la présence du racisme systémique, notamment dans la police aux États-Unis, etc. Enfin, c'est super intéressant, donc je vous conseille. Alors, c'est turbo-gauchiste, hein. C'est turbo-gauchiste, ça m'étonne pas, clairement. C'est pas étonnant de la part des éditions Divergence, effectivement. Pas étonnant de ta part mais non plus. De ma part, par ailleurs, effectivement, c'est assez cohérent jusque-là. Mais je vous conseille vraiment d'y aller. Non, allez nulle part. Si, allez dans votre librairie pour l'acheter et de le lire, c'est assez intéressant. Voilà. Merci beaucoup Léa pour cette carte blanche. Merci à vous trois. Alors du coup moi aussi cette semaine j'ai une carte blanche et avant de vous en parler on va commencer par une petite vidéo. C'est parti. De dire ça, c'est les scientifiques qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre... Merci pour nous. Mais vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Parfois, on n'exagère pas un peu quand on nous raconte que c'est la fin du monde. Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc... Non mais, désolé. Super sympa. Faut la réinviter. Alors qu'on est deux boomers à côté de nous. C'est ça qu'elle voulait dire. Il faut des mesures absolument urgentes. Alors, excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame. Par exemple, la Sibérie
Pour l'instant, c'est du permafrost. Avec le réchauffement, la Sibérie, qui est immense, c'est 1,5 fois le Sahara au moins, ça va devenir des terres cultivables. Oui, mais vous parlez d'où? Écoutez, de qui et de quoi parle-t-on? Voilà, le climat représente 2,7% du temps d'antenne dans cette campagne présidentielle. Ce n'est pas acceptable. Vous ne l'acceptez pas d'ailleurs et vous avez bien raison. Et c'est la raison pour laquelle, avec les 4 ONG qui ont signé et qui ont lancé l'affaire du siècle, avec donc notre affaire à tous, avec la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, avec Greenpeace et avec Oxfam France, nous avons le plaisir de lancer et de vous donner rendez-vous le dimanche 13 mars prochain sur ma chaîne pour le débat du siècle. Un débat, une émission spéciale avec les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils puissent vous parler de leurs propositions en matière de climat, en matière d'environnement. Ce qui est très intéressant éditorialement et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que je vous rappelle que l'État a été condamné par la justice pour inaction climatique, ce qui veut dire que quelle que soit la personne qui va être élue président ou présidente de la République en mai prochain, il ou elle aura l'obligation de présenter au juge un plan d'action pour répondre à l'obligation de la justice qui est faite sur la question climatique. Et donc, c'est cette question-là, c'est presque la seule question qu'on va poser aux candidats dans ce débat du siècle. Qu'est-ce que vous allez répondre aux juges? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vous donne rendez-vous le 13 mars prochain. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec les équipes de l'affaire du siècle sur ce sujet, sur cette grosse émission très ambitieuse. On le fait pour vous, parce que vous le méritez, parce que vous avez le droit, à un moment dans cette campagne présidentielle, qu'on ne parle que de climat, que les candidats et les candidates viennent vous présenter ce qu'ils et elles veulent faire pour le climat et on le fait surtout voilà, pour que les candidats puissent s'exprimer. D'ailleurs, les candidats, je le sais, je vous rencontre, on en parle, vous voulez parler climat. Donc les candidats et les candidates à la présidentielle, répondez à notre invitation, venez le dimanche 13 mars sur ma chaîne. On va vous offrir à vous l'opportunité de venir dire aux électeurs ce que vous ferez pour le climat. Donc voilà, rendez-vous le 13 mars. Lourd. Voilà. C'était l'annonce. J'ai essayé de le faire court parce qu'après on va le cutter, on va le mettre sur Twitter, il faut que ça fasse moins de 2020, etc. Donc voilà, donc c'était ça la grosse annonce que je voulais vous Les faire. présidents, ils aiment pas parler aux juges normalement d'habitude. Non, mais ils aiment bien parler aux électeurs. Ah oui, et donc nous, les électeurs, quand on leur dit qu'est-ce que vous allez répondre aux juges, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah voilà. Donc du coup voilà, c'est le but de cette affaire du siècle, de ce débat du siècle. Ça fait des semaines qu'on bosse dessus. On est vraiment acharnés. D'ailleurs, j'embrasse les équipes de l'affaire du siècle, les équipes de notre affaire à tous, de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, de Greenpeace, d'Oxfam, avec qui on bosse. Donc très heureux de vous annoncer ça ce soir. Il nous reste un mois de travail là pour organiser ça. Je vous en reparle un petit peu plus demain dans mon stream de débrief si vous voulez. Donc voilà, ça va être fou, ça va être un grand moment, j'espère, de la campagne. Et puis si on l'organise sur ma chaîne, c'est aussi parce que les médias ont refusé de le faire, on va pas se mentir. C'est aussi ça. C'est aussi l'autre réalité, c'est que si on parle, s'il y a que 2,7% de temps de parole sur le climat, c'est aussi parce que les médias, les rédactions ne veulent pas en parler. Voilà. Donc moi je prends mes responsabilités. Attends, ils ont organisé la primaire écolo. Ah ouais, formidable. Ouais, bah. Donc voilà. Merci pour vos cartes blanches, chers amis. On va passer à la séquence suivante de l'émission.